and welcome to Azurément Sport, tous les mardis à partir de 18h15 sur PDJ FM. Il est 18h15 et nous sommes ensemble pour ce 6e épisode d'Azurément Sport. Au menu ce soir, pas de football pour cause de trêve. En rugby, focus sur les joueurs du RCT en équipe de France et défaite de Nice. Puis direction la glace, interview de Timou Loiseau, hockeyeur professionnel avec les Aigles de Nice. Et de nouveau, du rugby avec le derby Monaco-Grasse en dossier de la semaine. Et vous commencez à avoir l'habitude, on refait le week-end avec vous, Lisa Fernandez-Martins. En Coupe de France de football, Grasse tombe dans le piège de Rhône-Vallée face à une formation de Régional 1 plus que volontaire et un terrain difficile. Le RC Grasse a du mal à mettre son jeu en place, le score reste à 1 partout, c'est au tir au but que les Ardéchois plient leur adversaire 4-1. L'aventure pour Grasse en restera là. De leur côté, les Dragons de Cannes ont aussi échoué à domicile face à Annecy, équipe de Ligue 2. Annecy ouvre les hostilités très rapidement en montant le compteur 2-0 à la 35e minute. Les Cannois tentent de survivre mais ne reviendront pas, ils partent avec les honneurs sur un score final de 2-1. Et en futsal, les Niçois trouvent enfin de l'air, sans succès toute la première partie de saison et une semaine après une première victoire face à Kingersheim 1-5. Nice a enchaîné face à Toulouse 3-1 et signé son premier succès à domicile cette fois. Une victoire importante dans l'objectif de maintien. En hockey sur glace, la marche était trop haute pour les Aigles de Nice. Face à une équipe rouennaise en forme, les Niçois ont bien joué, mais pas assez pour faire la différence. Score final 4-1. Prochaine rencontre demain soir à domicile face à Cergy. On en parle avec Timou Loiseau dans quelques instants. En Pro B, les Sharks ont tout donné face à Roanne, mais le money time a été fatal pour les Antibois, 75-81. La 5e faute de Munanga et les 3 points stratosphériques du Rouennais Blair auront raison des Azuréens. Il faudra rebondir dès ce soir à domicile face à La Rochelle. En waterpolo, les Niçois se sont qualifiés en championnat d'Europe en s'imposant 19-15 face à Taverny. Les féminines se sont quant à elles inclinées au tir au but dans un match très serré face à Nancy. En Coupe de France féminine, les filles du club de handball niçois confirment et s'offrent le quart. Face à Le Pouzin, équipe de D2, les Niçoises se sont logiquement imposées 32-23. Il restera un match de poule anecdotique programmé en janvier. Et dimanche matin, la boutique de l'OGC Nice a mis en vente son maillot des 40 ans. Et c'est un succès, la file d'attente était longue et la pluie n'a pas fait bouger les supporters encartés de la Populaire Sud. Une tunique collector au prix de 85 €, le maillot est désormais disponible pour le grand public. On parle 15 de France et rugby local désormais. Samedi soir, le 15 de France recevait les Fidji à Bordeaux, une semaine après la défaite 17-32 contre l'Afrique du Sud. D'abord ultra dominant, les Bleus ont alterné le chaud et le froid et s'imposent 34-21. Un match en demi-teinte pour les Toulonnais titulaires Jean-Baptiste Gros et Charles Olivon. Joseph Jaricot. Ils n'étaient pas présents contre les Springboks il y a 2 semaines, alors ce samedi ils avaient une chance de se montrer. Aligné en 2e ligne pour la première fois de sa carrière en bleu aux côtés de Romain Taofifenua, Charles Olivon a impressionné. Le 3e ligne de formation a rayonné, disputant l'intégralité de la rencontre pour son retour avec le 15 de France. Rappelons qu'il n'avait plus joué en sélection depuis 1 an à cause d'une rupture du ligament croisé du genou droit. Et face aux Fidji, c'est lui qui initie l'action menant au 2e essai français, avant d'inscrire le 3e à la suite d'une belle course où il est au soutien de Biel Biarré à l'intérieur, son 17e essai avec le 15 de France. Et le capitaine du RCT a aussi été omniprésent en touche et en défense. Cible privilégiée des lanceurs français Julien Marchand et Maxime Lamotte, Charles Olivon a récupéré pas moins de 9 ballons en touche, record du match, et 1 sur lancer fidjien. En défense, il s'est aussi montré, réussissant 17 plaquages, dont un musclé à la 77e minute, symbole de son impact tout au long de la partie. Malgré une concurrence féroce en sélection au poste de 2e et 3e ligne, l'ancien capitaine des Bleus a montré qu'il était encore performant et qu'il aura son mot à dire d'ici la Coupe du Monde 2027 en Australie. Et en ce qui concerne Jean-Baptiste Gros, Joseph. Le pilier de gauche a été à l'image de son équipe, d'abord très dominant, il a ensuite un peu plus souffert quand les Fidji ont pris le dessus, mais le Toulonnais a réalisé quand même un gros match, notamment défensif. Il réalise 16 plaquages au total avant sa sortie à la 50e minute, preuve de sa mobilité et de son activité. Derrière Cyril Baille, il apparaît vraiment comme la meilleure alternative. A noter qu'au même poste, Dani Priso a été appelé pour remplacer Baptiste Erdocio cette semaine. Baptiste Serin et Gaël Dréan ont eux aussi rejoint le groupe pour préparer l'Australie.
Et ce sera samedi au Stade de France contre le prochain hôte de la Coupe du Monde. La composition française sera dévoilée jeudi midi. Direction la 3e division où le Nissa Rugby se déplaçait au Parc des Sports et de l'Amitié à Narbonne pour le choc de National. Il y a des matchs qui comptent plus que d'autres dans une saison. Ce déplacement à Narbonne contre un autre prétendant à la montée en Pro D2 cette année en faisait assurément partie. Premier ex-aequo avec les Narbonnais à l'aube de cette 11e journée, ce choc était une première indication sur le niveau des Niçois cette saison. Et pour le coup, les Aigles, ils ont plutôt déçu, Joseph. Ils ont plutôt bien commencé le match, menant 3-0 puis 10-7, mais les hommes de Gareth Baber ont constamment concédé des points après en avoir marqué, ce qui est globalement interdit quand on souhaite jouer le haut de tableau. Le symbole étant par exemple l'essai de Nakalevu encaissé avant la mi-temps, 1 minute seulement après avoir marqué une pénalité. Un manque de concentration et Nice est mené à la pause 13-17. En deuxième mi-temps, le Nissa Rugby n'a pas vraiment pesé malgré 11 minutes en supériorité numérique. On approche de l'heure de jeu et les Azuréens comptent 14 points de retard après avoir encaissé un essai en contre-attaque de Peter Betham, l'ancien Clermontois. Les Aigles poussent pour revenir et au large, Askini aplati et s'est transformé et Narbonne écope d'un carton jaune pour faute répétée. Oui mais voilà, Nice retombe dans ses travers et encaisse 7 points en supériorité numérique par Thomas Santoro, 31-20. Tout simplement fatal. En fin de match, malgré 5 minutes à pilonner, la ligne narbonnaise est une nouvelle fois en supériorité numérique. Les partenaires de Jean-Pascal Barak ne concrétisent pas et repartent avec 0 points de l'Aude. Avec cette défaite, le Nissa Rugby chute à la 5e place, laissant Narbonne en tête de la nationale. Et une réaction est attendue à Marcel Volo ce samedi contre Albi, 2e du championnat avec 3 points d'avance sur les Niçois. Coup d'envoi à 18h. Nous sommes allés à la rencontre de Timou Loiseau, hockeyeur professionnel dans l'équipe des Aigles de Nice. L'occasion de faire le bilan sur le début de saison et la carrière du Savoyard. Bonsoir Timou, merci d'être avec nous ce soir sur Azurément Sport. Dans un premier temps, on va revenir un petit peu sur votre début de saison. Vous aviez directement bien commencé avec une victoire et puis ça s'est plutôt bien enchaîné après une période un peu plus compliquée, mais vous êtes quand même 6e au classement de la Ligue Magnus. Donc si vous deviez un petit peu résumer ce début de saison des Aigles, qu'est-ce qu'on en retient pour le moment? Déjà bonsoir à tous. On est parti fort. On a eu un gros début de saison. On avait qu'une défaite à un moment donné. On était le deuxième du classement. On a même joué un match à Bordeaux où si on gagnait, on pouvait être premier. On avait quelques matchs d'avance, mais on était vraiment sur un gros début de saison. Après, on avait connu 2-3 défaites qui nous ont fait mal au moral et on a eu du mal à remonter la pente. On s'est un peu enterré dans nos problèmes, dans nos problèmes défensifs. On prenait beaucoup de buts. On a joué aussi le top 4 5-6 fois d'affilée et on n'a jamais réussi à sortir la tête de l'eau et maintenant il va falloir qu'on trouve des solutions. Oui, parce que pendant un temps, vous avez joué justement que des très très gros. Qu'est-ce qui a manqué contre ces équipes? Je sais que votre coach Marc-André dit souvent que peut-être vous les avez un peu trop respectés. C'est votre analyse aussi sur ces matchs? Ouais, c'est clairement ça. Ce qui nous a manqué, c'est de jouer comme quand on joue contre les autres équipes. Puis la différence aussi quand tu joues une grosse équipe, c'est qu'il faut que tu fasses un match de 60 minutes. Des fois, sur des matchs, ça peut suffire de faire un bon 40 minutes et de passer à côté d'un tiers, mais contre le top 4, si tu passes à côté d'un tiers, tu te fais punir immédiatement et on n'a jamais vraiment réussi à faire une performance de 60 minutes qui nous a permis d'aller chercher des points contre un gros et ouais, si tu les respectes trop, au bout d'un moment, ils tournent autour et après, ils ont le talent pour la mettre au fond. Après, si on revient un peu sur les points positifs de cette équipe qui a été vachement remaniée, cet été, c'est une équipe qui est quand même assez neuve sur tous les fronts. C'est quoi aujourd'hui les points forts des Aigles de Nice aujourd'hui? Je pense que notre point fort, c'était comme on joue au début de saison, c'est d'être agressif, de travailler tous fort dans la même direction. Après, je pense que par rapport à l'année dernière, on a beaucoup plus de talent offensif. On est capable de mettre beaucoup plus de buts que l'année dernière. On a des joueurs comme Jasper qui est actuellement top scorer de la ligue ou deuxième. Donc, je pense qu'on a une meilleure force offensive, mais faut qu'on se concentre sur notre défense parce que c'est là où on va gagner des matchs et là on va prendre des points contre les gros, on va se redonner confiance et donc non, notre point fort, je dirais que c'est notre combativité et on a quand même un peu de talent. Vous avez un groupe qui est, du coup, on l'a dit, très remanié et assez jeune au final. Comment tu vis dans ce groupe? Franchement, le groupe, tout le monde vit très très bien. On est tous un peu, les Français, on se connaît tous un peu, on est tous un peu de la même génération. Je pense qu'on a une moyenne d'âge vers 25-26 ans, donc ouais, c'est assez jeune. Après, on a des joueurs d'expérience comme Robin qui nous apporte qui a un peu toute son expérience du long de sa carrière. On a Jasper, ça fait quand même longtemps qu'il joue en Ligue Magnus, il connaît le championnat, donc puis les Canadiens parlent français, donc l'adaptation est assez facile. Donc non, franchement, on a un groupe qui vit bien, même
même dans la période où ça a été un peu compliqué, on enchaînait des défaites. Ensemble, ça s'est toujours bien passé. On n'a pas de problème, on va dire, à Nice à ce niveau-là. Et je l'ai dit, entre Français, vous connaissez beaucoup. Le hockey sur glace, c'est un sport qu'on connaît pas beaucoup. Nous, en France, c'est très connu dans tout ce qui est États-Unis et au Canada notamment. Comment toi, t'es tombé dans ce sport-là qu'on peut trouver un peu atypique, mais qui au final fait de plus en plus de passionnés? Bah moi déjà mon père jouait au hockey quand j'étais petit, donc forcément on va dire que ça aide. Après je viens d'une région, je viens de Haute-Savoie vers Chamonix, donc forcément c'est une région où soit on fait du ski, soit on fait du hockey. On va dire que pour moi c'est plutôt un sport on va dire normal, mais c'est sûr que sur le reste du territoire pas forcément un sport très très développé, mais moi on va dire que j'ai toujours vécu avec le hockey à côté de moi. Donc. On s'accorde une petite pause et on revient juste après ça. Info, météo, culture. Pour ne rien manquer de l'actualité de la semaine, retrouvez la matinale tous les jeudis de 8h30 à 9h sur EDJ-FM. 100% paddock, la Formule 1 par une équipe 100% à bloc. Retrouvez-nous tous les lundis à 18h en live sur Twitch et en rediffusion sur YouTube le mardi. Au programme, débrief de la course, actualité, inside et tout ça dans la bonne humeur. 100% paddock, une équipe 100% à bloc. Vous êtes toujours sur Azurément Sport et on retourne à l'interview de Timou Loiseau. Vous avez fait un entraînement ce matin et on a vu aussi Jean-François Dufour sur la glace. C'est quelque chose d'atypique ou c'est quelque chose qu'on voit régulièrement? Ça, on va dire que ça peut arriver. Jeff monte tous les jours avec nous sur la glace, bien sûr, sauf s'il a d'autres choses à faire, mais en général, il essaye de monter quasiment 95% du temps avec nous sur la glace. Et ça fait maintenant des années et des années qu'il est dans le hockey français, donc il connaît le championnat mieux que nous tous. Il nous apporte son expérience. Marc-André, c'est sa première année en tant que coach, donc ça l'aide un peu sur on va dire sur tous les détails, toutes les choses que Marc-André doit apprendre il nous apporte toute son expérience, on va dire. C'est pour ça qu'il monte tout le temps avec nous, il essaye d'être le maximum avec nous sur la glace, il s'occupe un peu du banc pendant les matchs, tout ça. Donc. Justement, Marc-André, tu l'as dit, il était joueur, capitaine de l'équipe l'année dernière. Après, il a été coach second, on va dire, avec Pascal Marguerite. C'est cette année, c'est lui qui a pris les rênes. Comment tu l'as vécu, toi, toute cette situation et tout ce changement? Bah, c'est sûr que quand tu passes de joueur à entraîneur, c'est pas la même relation que t'as. Alors, c'est sûr que quand t'as des joueurs à qui t'as joué, que tu coaches, des fois, c'est un peu compliqué de faire, on va dire, la part des choses, mais il le fait très bien. On a plus la même relation qu'avant, mais on reste en dehors de la glace, comme on était avant quand il était joueur. Après, nous, les joueurs, ça nous change pas grand-chose. On a juste à jouer au hockey. On sait que voilà, s'il a quelque chose à nous dire, il va venir nous le dire. On reste professionnel à ce niveau-là. S'il est pas content de nous, il va nous le dire. Si ça se passe bien, il va nous le dire aussi. Donc, non, franchement, ça s'est très bien passé. Tout le monde s'est très bien adapté, que ce soit les joueurs qui ont joué avec lui ou Marc-André. Je pense que, on l'a vu sur le début de saison, tout s'est très bien passé. Et en termes de préparation physique, parce qu'on pense qu'il y a la glace, mais il n'y a pas que ça, comment ça se passe une semaine type pour vous, hockeyeurs professionnels? En général, si on joue le mardi, vendredi, dimanche, on s'entraîne le lundi, on a entraînement 1 heure sur la glace, on a 1 heure de muscu. Après, on joue le mardi, donc on fait juste ce qu'on appelle un morning skate. C'est juste 30 minutes, mais c'est vraiment tranquille, c'est un peu pour se réveiller, pour se mettre dans la journée et tout ça. Et après, le lendemain de match, souvent on a repos le mercredi. Après, on revient le jeudi matin à la patinoire, pareil, comme le lundi, 1 heure de glace, 1 heure de muscu. Et le vendredi, on joue. Donc, si on joue à l'extérieur, on part souvent le jeudi soir. On arrive là-bas, on fait un morning skate, pareil, 30 minutes pour un peu sortir du bus, sortir les jambes. Et après, on revient le samedi, on a repos. Et le dimanche, soit on joue. Si on joue pas, en général, on fait entraînement, pareil, 1 heure de glace, 1 heure de muscu. Ça fait quand même un calendrier qui est hyper chargé quand on regarde comme ça, 3 matchs par semaine. Comment vous gérez vos temps de récupération, le peu que vous avez, entre guillemets? Après, dans le hockey, c'est un peu courant. On est même un des championnats en Europe qui joue le moins de matchs. Par exemple, en NHL, c'est 82 matchs. En Suède, tout ça, c'est plus de 60. Mais après, c'est notre travail aussi. On s'entraîne l'été pour être, on va dire, prêt durant la saison. On fait beaucoup de récupération. On a plein de choses qui sont mises à côté pour qu'on puisse récupérer. Des saunas, on a des bottes de compression, des choses. On a un bus où on peut dormir dedans, ce qui nous évite pendant les déplacements de pas dormir. On dort un peu comme une nuit normale, même si. Non, après, c'est l'adaptation aussi. Il y a plein de joueurs qui jouent depuis 4, 5, 6 ans dans le championnat, donc nos corps ont aussi l'habitude de subir tout cet enchaînement de matchs. Et niveau mental, est-ce qu'il y a une routine personnelle que vous avez ou d'autres joueurs ont pour se mettre un peu dans le truc ou? Moi personnellement, j'ai vraiment pas de routine. Après, je sais qu'il y a des joueurs qui ont des routines, mais après c'est assez rare. Ça peut être des trucs un peu bébêtes, ils mettent leur jambière gauche avant leur jambière droite, des trucs comme ça, mais okay. J'ai jamais vu de joueurs qui avaient vraiment des grosses routines un peu.
Ok, et du coup, prochain match, c'est demain soir face à Cergy. Ils vont venir un peu couteau entre les dents parce qu'on sait qu'ils sont dans le bas de tableau. Comment vous abordez ce match? Ah, ça va être un match compliqué. Là, ils se sont relancés comme ils sont chez eux au dernier match parce que je pense qu'ils sont pas à leur place. Ils ont beaucoup plus de talent que leur place au classement. Et ça va être une grosse bataille. Il va falloir vraiment qu'on joue défensivement parce qu'ils ont du talent offensif aussi. Et je pense que la clé pour nous, ça sera de fermer la porte devant notre cage. Si on prend que 1 ou 2 buts, je pense qu'on se donne de grandes chances de gagner ce match. Donc c'est à nous de rester concentrés en zone défensive, de pas faire d'erreurs individuelles devant notre cage. Et je pense que avec le talent qu'on a, on ira marquer les buts et ça suffira pour gagner le match. Merci à Timou Loiseau pour ce temps d'échange et rendez-vous dès demain soir sur la glace à Jambouin. Cap sur les parquets désormais avec l'actualité de la Roca Team. Three Mike James. C'est parti pour Azurément Clutch. Pas d'Euroleague pour cette émission, mais Betclic Elite. Monaco se déplaçait au Mans pour la 8e journée et la rencontre a offert un scénario aussi spectaculaire que tendu, avec une fin de match qui a enflammé les esprits, Lisa. Dès le premier quart, le coach de la Roca Team surprend. Mike James est présent dans le 5 de départ et est très impliqué dès les premières minutes. Monaco déroule, enchaîne les contre-attaques éclairs, convertit chaque opportunité. Tarpé distribue les ballons millimétrés, l'adresse extérieure monte en régime. Bref, Monaco déroule un basket propre, agressif, tandis que le Mans peine à survivre. Résultat sans appel, 35-18, les Manceaux prennent l'eau. Le match bascule dans le deuxième quart. En 2 minutes, les deux équipes s'échangent déjà 10 points, mais derrière cette effervescence offensive, on sent un changement de ton. Le Mans se réveille, profite du manque d'intensité défensive de Monaco et surtout des rebonds que les Monégasques laissent filer. Les joueurs de Vassilis Panoulis prennent le dessus dans presque tous les secteurs, plus d'envie, plus de présence, plus de duels gagnés. L'ambiance devient électrique, quelques accrochages éclatent et pourtant cette tension semble galvaniser les locaux. Ils grignotent l'écart, reviennent à -7 puis même -2 à la pause, score étonnant 49-51. Et alors tout est à refaire pour Monaco au retour des vestiaires, mais cela se passe pas vraiment comme prévu. Le troisième quart prolonge la dynamique de la première période, Le Mans met clairement Monaco en difficulté, la Roca Team retombe dans ses travers à 3 points, à peine 35% derrière l'arc, les Manceaux dominent au rebond 24-20, un chiffre révélateur. Pourtant, malgré cette domination, ils n'arrivent pas véritablement à prendre l'ascendant, on reste dans un mano à mano permanent, les deux équipes se rendent coup pour coup et au buzzer, le tableau affiche 68-68, tout reste ouvert. Et c'est dans le quatrième quart que la différence se fait, Le Mans fatigue clairement, les efforts consentis pendant 2 périodes pour revenir au contact se paient cash, Monaco plus profond, plus frais accélère, dès la moitié de quart les Monégasques prennent le large, plus 11. Et évidemment dans ces moments-là Mike James est partout, il score, il distribue, il met l'équipe sur les rails, la Roca Team finit par s'imposer logiquement 93-84, non sans avoir tremblé pendant près de 20 minutes. Le meneur américain est présent partout dans le jeu, certes, mais il ne manque pas de se faire remarquer par les arbitres et de mettre le feu à cette fin de rencontre, Lisa. La dernière image du match fait écho à la performance en demi-teinte des Monégasques. Mike James est expulsé. À 3 minutes de la fin, après une faute antisportive sifflée contre lui, l'Américain explose littéralement, impossible de le calmer, même avec l'intervention de plusieurs coéquipiers. Il sort furieux du parquet et se dirige directement dans les vestiaires. Quelques minutes après la fin du match, il lâche 2 déclarations très fortes. D'abord, faute antisportive et si je me blesse, qu'est-ce qu'il se passe? Puis un peu plus tard, des mots plus cinglants encore, toute cette triche et ils ont quand même perdu. De quoi laisser une atmosphère électrique autour de la Roca Team qui devra rapidement canaliser ses émotions pour repartir de l'avant. Et prochain match demain face à l'Asvel en Euroleague, puis dimanche contre Bourg-en-Bresse en championnat. Cap sur le dossier de la semaine, et ce week-end avait lieu le derby de rugby entre Monaco et Grasse. Les 2 meilleures équipes du département derrière Nissa Rugby s'affrontaient pour un sommet électrique, un derby sous tension. Nathan Renaud. Un contexte brûlant, des joueurs de talent et une belle ambiance, tout était réuni pour un grand match, et ce malgré des conditions météorologiques dantesques. Monaco 2e recevait Grasse 8e, et c'était sans doute l'affiche du week-end en Fédéral 2, le 6e échelon du rugby français. Sur la pelouse, pas moins de 7 anciens niçois encore en Pro D2 la saison passée. Côté grassois, Yann Tivoli, capitaine lors du titre de National 1, ou encore Christian Erasmus, auteur de 7 essais en Pro D2 l'an dernier. Côté monégasque, une ligne arrière presque entièrement niçoise l'an passé, en la présence de André Charlat, Nathan Courtade, Lucas Kitaillard ou encore Rémi Defive.
Une semaine après la défaite contre Avignon, Grasse n'avait pas le droit à l'erreur, en témoigne le discours musclé de l'entraîneur grassois Eric Buscaja. Ce match-là, c'est qu'avec les tripes, c'est que les bandes de copains, et c'est qu'on a envie de jouer pour le pote. Je vous l'ai dit, les meilleures victoires, c'est celles à l'extérieur. Et encore plus ici, encore plus ici. L'année dernière, on celui carré, cette année, elle est pour nous. D'accord? Elle est pour nous parce que vous en avez largement les moyens. Ça va être dur, hein. Croyez pas, ça va être dur. Ça va être très dur pendant 80 minutes. Mais par contre, on a tous les moyens de faire quelque chose ici. Tous ensemble, je vous l'ai dit encore. C'est ensemble qu'on va gagner encore aujourd'hui. D'accord? C'est les 22 mecs qui vont rentrer aujourd'hui qui vont gagner. Et alors, ce discours a-t-il été efficace, Nathan? Les Grassois attaquent la rencontre pied au plancher, agressifs en défense, solides devant et précis au pied. 0-9 en 10 minutes, les Grassois sont dans le match. Monaco doute, mais profite des imprécisions des adversaires pour revenir 3-9. Le Rogue réagit aussitôt et inscrit le premier essai de la rencontre grâce à un énorme travail des avants. Grasse mène 14-3 à la 25e. Les Monégasques subissent, n'arrivent pas à mettre en place leur jeu, restent coincés dans leur camp. En fin de période, Monaco recolle et juste avant la pause, Nathan Courtade, ancien niçois, ravive l'espoir princier. Essai à la 36e minute, 13-14. À la mi-temps, tout est relancé. Sous des trompes d'eau, la seconde période a été beaucoup plus fermée. La pluie et surtout la tension ont haché le rythme de la rencontre. Monaco monte en précision. Grasse continue de défendre avec une intensité folle. Les deux équipes se livrent un bras de fer où chaque mètre arraché compte. Le score reste figé jusqu'à l'heure de jeu, mais l'engagement est total. Monaco finit par trouver l'ouverture. Pénalité réussie à la 65e. Les rouges et blancs passent devant pour la première fois, 16-14. Ils respirent enfin. Quelques minutes plus tard, Grasse se procure une énorme occasion d'essai, puis manque une pénalité à la 75e, des opportunités qui laissent des regrets. Ces points laissés en route vont peser lourd dans le dernier quart d'heure. Monaco, beaucoup plus réaliste dans cette période, pousse à nouveau. À la 78e, une nouvelle pénalité porte le score 19-14. Grasse peut encore rêver d'un exploit. Le renvoi est joué court. Un Grassois tente de rabattre le ballon, Courtade surgit encore une fois, profite du rebond et file à l'essai. En 5 minutes, Grasse perd tout, la victoire et même le bonus défensif pourtant mérité. Score final 26-14, cruel pour les Grassois qui avaient fait le plus dur, mais ont craqué au pire moment. Grasse pouvait nourrir des regrets face à ce manque de maîtrise, comme le souligne Florian Romain, entraîneur des arrières. Il n'y a pas eu de rugby, il n'y a pas eu de grand rugby, c'est juste de la maîtrise. Ils ont plus de maîtrise que nous. C'est juste ça. Ils ont plus de maîtrise que nous. Par contre, c'est une équipe, ça fait 2 ans que ça joue les phases finales. Nous, on va progresser pour y arriver. Ça aurait pu tourner dans notre faveur, c'est tourné dans la leur. Trop de petites erreurs. Le temps, il est très dur, mais c'est pour les deux équipes. S'il y en a une qui gagne, c'est qu'elle a été meilleure que l'autre quelque part. Ils n'ont pas été meilleurs que nous dans le rugby, ils ont été meilleurs que nous dans la maîtrise. Un derby engagé qui laisse entrevoir de belles promesses pour le match retour. Monaco se relance après un début d'automne compliqué et consolide sa 2e place. Grasse amère reste dans le ventre mou avant 3 derniers matchs plus abordables. Ce derby de haute intensité confirme le niveau de la Fédérale 2 et l'attrait du rugby dans les Alpes-Maritimes, de quoi promettre un grand match retour. Et la revanche est déjà cochée dans les agendas. Rendez-vous le 23 mars prochain à Grasse pour le 2e acte de ce derby azuréen. Il est temps de tester la connaissance de l'actualité locale et la culture de nos chroniqueurs avec le traditionnel quiz du chef. Et ce soir, le chef, c'est Lisa, la co-présentatrice. Oui, on va commencer avec ta question, Lisa. Alors, j'ai fait un petit peu en sachant ce que t'aimes, donc on va parler d'équitation. Oh, super. Et on va parler donc de Pénélope Le Prévost qui est née à Rouen, donc comme toi, et qui vit sur la Côte d'Azur. Et donc, je voulais savoir si tu savais quelle médaille elle a remportée au JO de Rio 2016 et dans quelle discipline. Bon, alors le saut d'obstacle, et c'est la médaille d'or par équipe. Mais elle est super forte, Ouais, la présentatrice. Je suis incollable là-dessus, c'était facile. C'est un peu cadeau quand même. Sans Ouais, parler. c'était cadeau. C'était un peu de la sécurité quoi. 2016 quand même. Non, c'est Ouais, marqué c'est- sur tes feuilles. Ah oui. Pour Joseph, j'ai été chercher un petit peu plus loin. Donc, quel joueur passé par le RCT a terminé meilleur marqueur d'essai du 15 de France lors de l'ère Laporte comme sélectionneur, donc entre 2000 et 2007. Entre 2000 et 2007, un joueur passé par le RCT. Alors je t'avoue, j'en ai aucune idée. Je vais dire. Enzo Puren a trouvé. Ah ouais, Alexis Palisson. Non. Attends. Cher Non. plus Palisson. Attends, mais il a joué à Toulon en 2000-2007 Non, Ouais. non, Non, c'est un joueur passé par Toulon Bien, là, et qui a été le meilleur marqueur d'essai du 15 de France lors de l'ère Laporte en sélectionneur. Mais il jouait plus à Toulon. Il Ah, il était joue plus passé à- par Toulon. Ah. Est-ce que ça serait pas Vincent Clair? Non. Non. Mais non, j'étais pas encore à Toulon. à ce Ouais, mais moment-là. il est passé partout. Oui, mais il était déjà passé par Toulon au moment de. Il jouait plus à Toulon au moment de l'équipe de Oui, France oui, déjà. voilà, il Il jouait plus à il joue Toulon. à l'équipe de France. Il joue à Toulon là en 2015-2016, donc c'était fini déjà. Ouais, mais ça aurait très bien pu être un Ah oui. joueur passé par Toulon qui est Non, ensuite. Après, En vrai, j'ai aucune idée là, de en joueur l'occurrence, passé. c'est avant. Dans les années 2000, bon, aucune idée.
C'est Christophe Dominici. Ah bah oui, bah oui. Voilà. Ah ouais, On ouais, l'avait dans le j'avoue. public, hein, je tiens à le dire. J'avoue que Bah c'est quand voilà. même. Ouais, c'était J'avoue, je suis vraiment débile. Stade français. mais- Alors pour Nathan, quel pivot a été recruté par la Roca Team? Elle est donnée celle-là, ne me fais Ouais. pas. La Roca Team cet été et de quel club provenait-il? Makundu. Non, C'est pas ça. Ah non, il est revenu de près. Donc, Mirotic. non, Non. un pivot. Un pivot. Une autre recrue, vas-y, tu vas la Bah, je te trouver. jure que. Si tu nous fais toute Ouais. l'équipe, Essaye ça de va trouver le. Ouais, si t'as pas la. Bon. Non, j'ai pas la réponse. Donc, je vais te donner un indice, c'est un américain. Je te jure que. Franchement, Il y a un pivot américain à Monaco même. ouais, Bah, moi je l'ai découvert quand j'ai lu la question de Lisa, je ne Je te l'avais jure pas. que je suis pas au courant. Donc, c'est Kevarius Ah, mais Hayes. il est content en pivot. Eh oui, Ouais, qui ouais, vient d'accord. du, Du Paris, Paris de Basketball, ouais. Paris Basketball. Voilà. Et j'ai quand même fait une petite question pour Lisa. Prochain match de la Roca contre l'Asvel. Quel était le score du dernier match? Je sais, il me semble que c'était allé au-dessus des 100 points Pour qui? pour l'Asvel, pour la Roca. Bon, bah, du coup, voilà. Et je crois que c'était un truc comme 105. C'est ça? C'est pas mal, c'est pas Un peu mal. plus? C'est pas, non, c'est un tout petit peu moins. On Ok. est autour de la centaine pour Ouais, Monaco. 104. Bah un de moins et tu seras 103, c'était ok. 103 à 97, du coup. 98. Voilà. Franchement, c'est pas mal parce qu'il fallait s'en souvenir. Ça date pas d'hier. Et voilà, nous arrivons au terme de ce 6e épisode. Un grand merci à Timou Loiseau, cueilleur professionnel et invité de cette émission, à mes chroniqueurs comme d'habitude et à Luc Nicolas en régie. Et on vous souhaite une bonne soirée et à bientôt sur EDJFM.